La tante d'Ama arracha brutalement le voile de sa tête. Tu crois mériter le blanc? Épouse ce mendiant crasseux ou dors avec les chiens ce soir. Ama, 19 ans, orpheline depuis 3 ans, resta figée. La famille de son oncle avait tout volé, les 6 hectares de plantation de cacao de son père, les bijoux en or de sa mère, jusqu'à sa dignité. Le mendiant attendait, vêtu d'un boubou déchiré, le visage couvert de boue, pieds nus. 300 invités riaient, 30 téléphones enregistraient, les enfants lançaient du sable. Mais 7 jours plus tard, quand un jet privé atterrit sur cette même place du village, plus personne ne riait. Avez-vous déjà été brisé au point de croire que vous ne vous relèveriez jamais pour découvrir que votre sauveur portait des haillons? Voici une de ces histoires africaines où la réalité dépasse la fiction. Veuillez vous abonner à notre chaîne et nous laisser un like, cela nous aide énormément. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille et activez les notifications pour ne rien manquer de nos futures publications. Merci d'avance. Installez-vous confortablement, prenez une tasse de thé ou de café et détendez-vous pendant que nous plongeons dans cette saga émouvante. Il y a 3 ans, les parents d'Ama périrent lorsque leur bus bascula d'un pont près d'Atakpamé. Elle avait 16 ans. Son père possédait 6 hectares de plantations de cacao dans la région des Plateaux, valant environ 2,5 millions de francs CFA. Sa mère laissait des bijoux en or et un bracelet d'argent gravé de symboles Ewe. Oncle Kossi arriva aux funérailles avec des documents. La famille s'occupe de la famille. En 3 mois, la plantation était à lui. L'or disparut dans le tiroir verrouillé de tante Adjoa. Ama ne garda que le bracelet d'argent caché sous sa natte. Elle devint la servante. Réveil à 5 heures, chercher l'eau, cuisiner pour 7 personnes, récurer les sols pendant que ses cousins allaient à l'école. Cette nuit-là, elle compta 28 000 francs CFA économisés en vendant les pagnes de sa mère au marché. Son rêve, finir l'école, passer le bac, étudier les soins infirmiers. Mais les rêves nécessitaient une permission qu'Ama n'avait pas. Les dettes de jeu d'oncle Kossi le rattrapèrent un mardi. Chef Mensa, l'usurier du village, arriva avec un registre. 350 000 francs CFA empruntés pour des mototaxis. Les motos sont vendues, la dette demeure. Les intérêts s'accumulaient chaque semaine. Tante Adjoa calcula. Le soir venu, elle avait sa réponse. Kossi avait 38 ans, bedonnant, alcoolique. Sa première femme s'était enfuie après qu'il l'ait battue. Sa deuxième restait par désespoir. Il voulait une troisième, jeune, brisée, obéissante. La dot, 80 000 francs CFA. La dette effacée. Ama l'a pris devant une bouillie d'igname froide. « La famille de Kofi vient jeudi, dit oncle Kossi. Tu accepteras. » Sa cuillère tomba. « Oncle, s'il vous plaît, j'ai mes examens dans 3 mois. » La gifle fendit sa joue. Sa tête pivota violemment. « La terre de ton père est à moi, siffla-t-il. Tu n'es rien, pars avec rien. » Tante Adjoa remua sa marmite. « Enfant ingrate, nous t'avons recueilli. C'est ainsi que tu nous remercies ?» Ama toucha sa joue brûlante. Ne dis rien. Il n'y avait rien à dire. 17 mars. Harmattan et poussière épaisse comme le chagrin. Le mariage, midi, concession familiale, tente louée. 300 invités pour durée gratuite et des commérages. Kofi arriva à 11 heures, ivre, puant, main déjà tripoteuse. Ama courut. Passa devant la tente, les musiciens, les cuisiniers qui faisaient frire les beignets. Elle courut jusqu'à ce que l'église Sainte-Marie apparaisse, derrière une cour de terre rouge. Elle s'effondra contre les murs de pierre, son pagne orange et or collé à elle, le voile blanc froissé dans son poing, le maquillage mélangé aux larmes. « Sœur, pourquoi pleurer le jour de ton mariage ?» Un mendiant se tendait là, boubou brun déchiré, pieds nus enveloppés de tissu, visage strié de boue. Mais ses yeux vifs, bienveillants, ne correspondaient pas au haillon. « Ceci devrait être une joie, dit-il doucement. Elle rit amèrement. « Une joie ? On me vend à un ivrogne pour payer une dette. Aucune joie ici. » Il s'assit à côté d'elle avec une grâce étrange. Sortit une tasse en étain, versa de l'eau propre, lui offrit. Je sais ce que signifie n'avoir aucun choix. Mais même les prisonniers choisissent leur réponse. Voici de l'eau propre, c'est la première dignité. Elle but, surprise que la tasse soit impeccable, l'eau fraîche. Elle l'étudia. Posture trop droite. Accent oscillant entre villageois et éduqué. À son poignet, à peine visible sous la boue, un fil bleu délavé. « Qui es-tu » Il sourit tristement. « Quelqu'un qui croit que tu mérites mieux. » Puis, la voix de tante Adjoa brisa tout. Tante Adjoa fit irruption. Les cousins suivaient, téléphone enregistrant. Elle saisit les cheveux d'Ama, l'attira violemment. Ama hurla. Le mendiant se leva mais n'intervint pas. « Tu oses te cacher avec ça ? Tu veux un mendiant au lieu de Kofi ? Très bien. » Elle traîna Ama dans les rues. Les gens regardaient. Les enfants riaient. Le mendiant suivait, silencieux. À la tente, 300 invités se pressaient. 30 téléphones levés, tous attendant le spectacle.
Tante Agyoa arracha le voile, le jeta dans la poussière. « Épouse le mendiant alors !» hurla-t-elle. « Qu'ils te prennent, mangez dans les poubelles ensemble !» La foule rugit, rire, haletement, téléphone capturant tout avant même qu'elle ne parte. Kofi se tenait là, titubant. « J'en veux pas! Gâché! Maudit !» Oncle Kossi s'adressa à la foule. « Ama, deux choix. Épouse ce mendiant maintenant ou pars pour toujours. La terre de ton père reste à moi. Tu n'auras rien. » Le mendiant s'avança. La foule se tut. « Je l'épouserai si elle consent librement. Je n'offre aucune dot, seulement ma parole de l'honorer. » Le silence tomba lourdement. Tante Adjoa rit d'un rire strident. Oncle Kossi ricana, Kofi cracha. Le mendiant se tourna vers Ama. Leurs yeux se rencontrèrent. Dans son regard, respect, pas pitié, pas luxure, un respect propre et constant. Épouser un ivrogne qui la battrait ou un étranger qui avait offert la dignité. « Je consens, » murmura-t-elle. La foule explosa. Cérémonie simulée. Pas de noix de cola, pas de libation, pas de prière. Oncle Kossi griffonna. Dot, 0 francs CFA. Les invités lancèrent du sable. Pas du riz. Quelqu'un joua une musique funèbre comme une blague. Le mendiant sa main, sa prise chaude. Le fil bleu à son poignet captait la lumière du soleil, brillant presque doré. Ils marchèrent à travers les moqueries, passant devant le sourire de tante Adjoa, les insultes de Kofi, 300 téléphones téléchargeant le ronde sur WhatsApp avant même qu'il ne soit parti. Ama ne regarda pas en arrière, elle tint la main du mendiant et entra dans sa nouvelle vie, ignorant qu'en 7 jours, toute personne présente s'agenouillerait. Le mendiant la conduisit dans l'obscurité jusqu'à la lisière du village. Une hutte de terre se dressait près des ombres de la forêt, isolée du jugement. À l'intérieur, une lampe à pétrole, sol balayé, matelas fin avec drap blanc, tabouret en bois, bidon d'eau, savon. Pas de toile d'araignée, pas de rats, pas d'odeur. Ama remarqua immédiatement. Les mendiants ne vivaient pas dans des espaces propres. « Tu es en sécurité ici, » dit-il doucement. « Je dors dehors sur la véranda. Tu ne me dois rien, ni ton corps, ni service, ni gratitude. Tu es ma femme de nom seulement, jusqu'à ce que tu décides autrement. » Elle le fixa, épuisée et méfiante. « Pourquoi as-tu fait ça? Que veux-tu » Il se dirigea vers la porte. « Je veux que la cruauté perde, c'est tout. Dors maintenant. » Il partit. Elle resta seule dans la lumière de la lampe, serrant le bracelet de sa mère. Puis elle s'effondra sur le matelas et pleura jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Dehors, le mendiant était assis sur la véranda, regardant les étoiles. Il sortit un téléphone, pas un bon marché, mais un iPhone à l'écran fissuré, et tapa un message en français. « Jour 93. Je l'ai trouvé. Le vrai test commence maintenant. » Il supprima le message avant de l'envoyer. Puis il enveloppa le téléphone dans un tissu et le cacha sous les planches de la véranda. Jour 1. Ama se réveilla dans le silence. Le mendiant était parti. Elle trouva du pain, de l'attiéké et de l'eau embouteillée, pas de l'eau de puits. Sur le tabouret, une note en écriture soignée. « Mange, je reviendrai ce soir. » L'écriture était trop propre, trop éduquée. Quand il revint à 19h, elle fit semblant de dormir, l'observant à travers des yeux mi-clos, tandis qu'il se lavait au bidon. Ses mains ensuite propres, ongles coupés, peau douce, pas des mains de travailleur. Il changea ses haillons pour une chemise fanée mais propre, puis remit les haillons avant de s'allonger dehors. Jour 2. Elle le suivit, le perdit près de la gare routière où bus et taxis se bousculaient. Elle le repéra près d'une Mercedes noire. Un homme bien habillé lui tendit une enveloppe brune. Ils se serrèrent la main, pas comme mendiant et bienfaiteur, mais comme égaux. Le mendiant regarda autour de lui, entra dans un toilette public, en ressortit 20 minutes plus tard en agbada propre, marcha 3 rues comme un homme d'affaires, puis retourna aux toilettes, ressortit en haillons. Ama courut à la hutte, le cœur battant. Qui était-il? Les villageois les trouvèrent. Les enfants lancèrent des pierres sur la hutte. Les cousins d'Ama étalèrent des excréments sur la porte avant l'aube. Le mendiant nettoya, sans un mot. Son visage ne montrait rien, mais sa mâchoire se serra. Cette nuit-là, Ama ne put rester silencieuse. « Tu n'es pas un vrai mendiant. » Il s'arrêta net, tenant une tasse d'eau. « Qu'est-ce qui te fait penser ça? Tes mains, ton savon, ta façon de te tenir. Qui es-tu vraiment ?» Il posa soigneusement la tasse. « Au jour 7, tu sauras tout. Je promets. Peux-tu me faire confiance jusque-là? Je ne te connais même pas. Alors sache ceci. » Il regarda directement. « J'ai choisi ta dignité, quand tu n'en avais plus. C'est réel. »
Il leva son poignet, lui montra le fil bleu. « C'est ma promesse. 7 jours. » Jour 4. Matin. Une vieille femme apparut à la hutte portant de l'huile de palmier et des bananes plantains. Tête enveloppée de bleu, yeux bienveillants, elle fredonnait un chant gospel Ewe. « Mon enfant, » dit-elle en s'asseyant sur la véranda sans invitation. « Ce garçon a un cœur plus clair que ses vêtements. Je l'observe depuis 3 mois. » Amma cligna des yeux. « 3 mois ?» Il vit comme les pauvres pour les comprendre. C'est un test d'une certaine sorte. Je n'en ai plus savoir, mais je sais que Dieu cache les bénédictions dans des paquets sales. Attends 7 jours. Tout le monde pense que je suis maudite. Mama Kofi toucha sa main. Tout le monde pensait que Joseph était maudit, aussi. Puis, il nourrit l'Égypte. Patience, ma fille. Elle laissa la nourriture et partit, fredonnant toujours. Les attaques, Tantadjoa posta sur le groupe WhatsApp du village. Amma, enceinte de jumeaux mendiants, mange dans les poubelles, voilà ce que la porte apporte. Le message se répondit dans 12 autres groupes en 1 heure. Oncle Kossi ajouta sa voix. Ma nièce a déshonoré le nom de notre famille. Personne ne devrait l'aider. Les femmes de l'église chuchotaient pendant le service du dimanche, pointant quand Amma entrait en retard. Le prêtre ne dit rien. Les enfants créèrent une comptine. Amma, la femme du mendiant, mariée à un homme sans vie. Les soirs, Amma était assise sur le sol de la hutte, tremblante. « Je ne peux plus faire ça. Je devrais partir, aller à Lomé seule, recommencer. » Le mendiant s'agenouilla à côté d'elle. Première fois qu'il l'a touchée au-delà des poignées de main. Ses mains ensuite propres, ongles coupés, peau douce, pas des mains de travailleur. Il changea ses haillons pour une chemise fanée mais propre, puis remit les haillons avant de s'allonger dehors. Jour 5. Elle planta un petit potager devant la hutte. Tomates, piments, gombo. Le mendiant observait, visiblement impressionné. Elle répara le toit de chaume, grimpant malgré sa peur des hauteurs. Elle accepta l'offre d'un voisin de donner des cours de mathématiques à leurs enfants pour 2000 francs CFA par semaine. Chaque matin, elle priait. Pas bruyamment, pas ostensiblement, juste des prières éouées tranquilles à l'aube, agenouillée sur la matte, mains jointes autour du bracelet de sa mère. Le mendiant n'interrompait jamais, observait juste depuis la véranda avec quelque chose de révérence dans ses yeux. Le tournant, jour 5, fin d'après-midi. Des cris depuis la concession de Mama Kofi. Amma et le mendiant coururent. Trouvèrent Mama Kofi berçant son petit enfant de 4 ans, convulsant, peau brûlante, malaria grave. La clinique ne traitera pas 118 000 francs CFA d'avance. J'en ai rien. J'ai déjà vendu mes pagnes. Il meurt. Amma n'hésita pas. Elle courut à la hutte, déterra sa boîte de sous le mat. 28 000 francs CFA. Tout ce qu'elle avait. Tous ses rêves qu'elle avait économisés. Elle les pressa dans les mains de Mama Kofi. « Va maintenant. » Le mendiant le fixa. « Amma, c'est tout ce que tu as au monde ? À quoi sert l'argent si les enfants meurent ?» Elle le regarda fiercement. « Allons-y. » Ils précipitèrent l'enfant à la clinique. Les médecins le stabilisèrent. Perfusion intraveineuse, médicaments. Amma paya 20 000 francs CFA, garda 8 000 pour la nourriture. Dehors, sous les lumières fluorescentes, le mendiant resta silencieux. Puis ses épaules tremblèrent. Il pleurait. « Tu viens de tout donner, » murmura-t-il. « Pour un enfant qui n'est même pas le tien ? Mama Kofi a été gentille quand personne d'autre ne l'a été. C'est ce que le bracelet signifie. Amesi Kolava, Amesi Agbeva. Qui apporte la cola, apporte la vie. » Il prit sa main, première vraie affection. Sa prise chaude, tremblante. « Tu es la personne la plus riche que j'ai jamais rencontrée. » Cette nuit-là, Amma fit semblant de dormir. Entendit le mendiant parler en éoué, au téléphone. « Papa, c'est le moment. Le jour 7 est samedi. Oui, elle est extraordinaire. J'étais arrogant et vide. Elle est humble et pleine. Apporte tout. Le village a besoin de voir. » Il raccrocha. Remarqua qu'elle regardait. Leurs yeux se croisèrent. Il sourit tristement. « Prépare un petit sac, dit-il. Demain matin, nous partons à Lomé. Nous reviendrons samedi. » Son cœur s'arrêta. « Lomé ? Pourquoi ? » Pour préparer le jour 7. Et parce que... Il hésita. « J'ai besoin de te montrer qui je suis vraiment avant que tout le monde le sache. » 23 heures. Un SUV noir s'arrêta silencieusement près de la hutte. Vitre teintée, pas de phare. Le mendiant émergea de l'ombre, toujours en haillons, et ouvrit la porte passager. Un chauffeur sortit. Un jeune homme en chemise pressée et un pantalon. Il s'inclina un peu devant le mendiant. Pas moqueusement, respectueusement. Amma se figea. « Kofi. Qu'est-ce que c'est ?» Le nom la surprit.
Elle n'avait jamais demandé son nom. Il ne l'avait jamais offert. Fais-moi confiance une nuit encore, puis tout deviendra clair. Sa voix changeait, plus rude de village, mais smooth, éduquée. Le trajet de 4 heures vers Lomé passa en silence. Ama dormit contre l'épaule de Kofi, trop épuisé pour avoir peur. L'aube se leva sur Lomé, gratte-ciel, trafic, chaos et richesse, entrant en collision dans chaque rue. Le SUV entra dans un quartier luxueux où gouverneurs et barons de pétrole vivaient, portail avec sécurité armée, longue allée bordée de palmiers. Puis la villa apparut, 3 étages, piliers de marbre blanc, fontaine dans la cour, piscine luisant dans le soleil matinal. 3 voitures garées, Range Rover, Mercedes classe G, Lexus. La porte d'Ama s'ouvrit, elle ne bougea pas. Kofi, sa voix brisa. À qui est cette maison? La mienne, enfin, celle de mon père, mais bientôt mienne. Entre. Le personnel de maison en uniforme s'aligna à l'entrée. Ils se bousculèrent devant Kofi. Bienvenue à la maison, monsieur. Intérieur, sol de marbre, lustre, art au mur, escalier courbé, tout brillait. Ama recula vers la porte. Tu m'as menti. 6 jours de mensonges. Je n'ai. Il s'avança. Non. Elle tremblait, furieuse, terrifiée. Tu as prétendu n'être rien pendant que je donnais tout. C'est exactement pourquoi je ne t'ai rien dit. Si je m'étais révélée ce premier soir, tu aurais été reconnaissante, submissive. J'avais besoin de voir qui tu étais vraiment. Pas une orpheline sauvée, pas une fille reconnaissante, toi. Tu n'avais aucun droit. J'avais tout le droit. Il enleva le boubou déchiré. Dessous, un tenue traditionnel propre, parfaitement taillé. Je m'appelle Kofi Mensah. Mon père est chef Mensa, propriétaire de Mensa Logistique Premium. 16 camions, exportation dans toute l'Afrique de l'Ouest, 4 succursales. Lomé, Cotonou, Abidjan, Accra. Nous valons 320 millions de francs CFA. Il leva son poignet. Le fil bleu, elle pouvait voir maintenant, était tissé avec des brins d'or. C'est le symbole des fondateurs de notre entreprise. Je l'ai porté chaque jour pendant 100 jours. Tu n'as jamais demandé ce que cela signifiait. Les jambes d'Ama cédèrent. Elle s'assit durement sur le sol de marbre. Kofi s'assit face à elle, ne la touchant pas, lui donnant de l'espace pour respirer. Il y a 6 mois, j'étais un idiot gâté, commença-t-il. J'ai écrasé le Range Rover de mon père en état d'ivresse. Manquais de respect à nos chauffeurs, des hommes qui travaillaient 16 heures pour que je puisse faire la fête. Gaspiller 8 millions de francs en 3 mois pour rien. Mon père a dit, tu vivras comme vivent les pauvres pendant 100 jours ou je te déshérite et donne l'entreprise à une association. Apprends ce que signifie la souffrance ou perds tout. Ama fixa le sol, ne dit rien. J'ai été dans ce village pendant 93 jours, continua Kofi, vivant dans cette hutte, mangeant des restes, étant ignoré, moqué, invisible, apprenant. Quand j'étais rencontré derrière l'église, quand ta tante esquissait ce mariage, il me restait 7 jours. J'aurais pu refuser, aurais pu me révéler et te sauver héroïquement pour avoir l'air bien. Alors pourquoi tu ne l'as pas fait? Sa voix était froide. Parce que tu ne demandais pas à être sauvé. Il se pencha en avant. Tu cherchais un moyen de te sauver toi-même. Et moi, il fit une pause, avalant difficilement, j'ai vu quelque chose en toi que je n'avais jamais vu chez personne. Dignité sans statut, bonté sans récompense, force sans violence. Donc, tu étais mon test. Elle leva les yeux, regard brûlant. Ton étude de caractère? Non. Il rencontra son regard. Le test était de vivre comme un mendiant pendant 100 jours. Ça, c'était établi avant que je te rencontre. Mais toi, tu es devenu autre chose. Tu es devenu la raison pour laquelle je voulais réussir. Elle rit amèrement. Poétique. Il y a 2 nuits, dit-il doucement. Je t'ai regardé par la fenêtre de la clinique pendant que tu donnais tes derniers 20 000 francs pour sauver le petit-fils de Mama Kofi. Le comptable de mon père a photographié le reçu. Tu ne savais pas qu'on te regardait. Tu l'as fait parce que c'est qui tu es. Il sortit une photo de sa poche. Ama au comptoir de la clinique, tendant l'argent à l'infirmière. Visage résolu et paisible. C'est la femme que je veux à mes côtés, dit Kofi, voix se brisant. Pas parce que tu as besoin de moi, mais parce que tu me rends meilleure. Tu m'as appris plus sur la richesse en 6 jours que mon père en 28 ans. La vraie richesse, c'est ça, il montra la photo, donner quand il ne te reste rien. Le silence s'étira. Que se passe-t-il demain? Demanda finalement Ama. Jour 7. Demain, mes 100 jours se terminent. Mon père arrive avec avocat et des témoins. Ton oncle Kossi a convoqué une réunion d'urgence du village pour t'humilier publiquement.
Il ne sait pas que nous sommes partis. Nous retournons en jet privé, atterrissant sur cette place du village à 10 heures, et nous allons leur montrer que l'orpheline sans valeur et le mendiant crasseux valent plus que tous réunis. Et si je dis non? Elle leva la tête lentement. Si je pars maintenant? Kofi ouvrit son portefeuille en sortit de l'argent. 200 000 francs CFA en billets frais. Les posa sur le sol entre eux. Alors, ceci est à toi de toute façon, pour ton école d'infirmière. Tu ne me dois rien. Le certificat de mariage est légal, mais non consommé. L'annulation est simple. Tu es libre. Je n'ai rien forcé. Elle fixa l'argent, puis lui, puis la villa autour d'eux. Je t'ai épousé quand tout le monde riait, quand tu avais des haillons déchirés et des pieds moules. Je n'ai pas épousé ton argent. Elle ramassa l'argent. Son visage tomba. Puis elle le lui rendit. Donc, si nous faisons ça, si nous retournons les affronter, je n'y vais pas comme ton orpheline sauvée, j'y vais comme ton égale, compris? Ses yeux se sont élargis. Compris. Mon égale, ma reine. Pour la première fois, il souriant sans tristesse. Elle sourit presque en retour. Samedi, jour 7, 9h45. La place du village s'était transformée en tribunal. Des bancs en bois disposés en rangées. Oncle Kossi assis à une table devant comme un juge. Tanta Joa à côté en train de s'éventer. Derrière eux, un panneau affichant la dette fabriquée d'Ama. 600 000 francs CFA en gros marqueur rouge. 400 personnes étaient venues. Plus que pour le mariage. Tout le monde voulait avoir cette humiliation finale de l'orpheline. Kofi et sa famille occupaient le premier rang. 2 épouses, 6 enfants, parents, tous habillés en dentelle coûteuse. Les femmes de l'église se groupaient, chuchotant. Les vendeurs du marché prenaient des pauses pour regarder. Des enfants grimpaient aux arbres pour mieux voir. Au moins 50 téléphones enregistraient déjà et diffusés en direct sur Facebook et Instagram. Mama Kofi était assise au dernier rang, seule, sourire tranquille sur les lèvres. Elle portait son meilleur pagne, celui qu'elle gardait précieusement. Elle savait ce qui allait arriver. 9h45. Oncle Kossi se leva, commandant le silence. « Nous sommes réunis comme témoins », annonça-t-il, voix portant travers la place. « Ma nièce Ama a déshonoré notre famille, mariée à un mendiant, abandonné ses responsabilités. Ce panneau montre ce qu'elle doit. 600 000 francs CFA pour 3 années de soins. Si elle n'apparaît pas dans 5 minutes, je saisirai toute propriété qu'elle clame et la distribuerai comme je le juge bon. » Quelqu'un s'oppose? Silence. Quelques personnes bougèrent, mal à l'aise, mais ne dit rien. Tanta Joa se leva, jouant son rôle. Elle a probablement fui à Lomé pour mendier dans les rues. Bon débarras. Nous n'aurions jamais dû la recueillir. Certaines personnes sont maudites dès la naissance. Des murmures d'approbation ondulèrent dans la foule. Le clocher de l'église sonna, 10 heures. Oncle Kossi sourit. Le temps est écoulé. Que le registre montre 3. Puis, ils l'entendirent. Un son comme Dieu déchirant le ciel. Tout le monde leva les yeux. Un hélicoptère, élégant, blanc, corporatif, descendit la place du village. Les pales envoyèrent la poussière exploser vers l'extérieur. Les femmes saisirent leurs foulards, les hommes protégèrent leurs visages, les enfants hurlèrent d'excitation et de terreur. L'hélicoptère toucha le sol à 15 mètres des bancs, moteur toujours en marche, pales toujours en tournant. La porte s'ouvrit. Premier, Kofi, plus un mendiant. Agbada bleu royal avec broderie rorée. Captait la lumière du soleil comme une flamme. Bonnet traditionnel rouge, perles de corail autour du cou, symbole haut rang, chaussures en cuir poli, visage clin, barbe taillée, posture commandante. Deuxième, Ama. Pagne assorti, bleu lessive, foulard doré plié en jelly parfait, visage radieux, bracelet doré à 2 poignets, et par-dessus, le bracelet d'argent de sa mère, impossible à manquer. Elle marchait comme si elle avait porté de l'or toute sa vie. Troisième, chef Mensa. Agbada blanc, bâton d'autorité, perles de corail à 3 rangées. Il marchait avec la lente confiance d'un homme qui avait bâti des empires. Quatrième, maître Kodjovi. Costume noir, mallette, expression sculptée dans la pierre. Derrière eux, 2 agents de sécurité, l'un portant une caméra vidéo professionnelle. La foule devint silencieuse, pas calme, silencieuse. 400 personnes retenant leur souffle. La bouche d'oncle Kossi ouverte, aucun son n'en sortit.
l'éventail de tante Adjoa dégringola. Kofi retira ses lunettes de soleil, plissant les yeux. « C'est le mendiant ?» Quelqu'un dans la foule chuchota. « Ce sont Mensa Logistique, j'ai vu leur camion. » Une autre voix. « Le logo bleu et or, c'est eux !» Kofi marcha en avant, bottes craquant dans la terre rouge. Il s'arrêta à 3 mètres de la table d'oncle Cossi. Quand il parla, sa voix était calme, amplifiée par un haut-parleur portable que le garde de sécurité tenait. « Bonjour mon peuple, je suis Kofi Mensa, fils de chef Mensa. Il y a 7 jours, vous avez été témoin de mon mariage avec Ama. Vous avez ri, vous avez enregistré, vous avez lancé du sable. Aujourd'hui, je reviens avec ma femme, pas pour la vengeance, mais pour corriger les mensonges par la vérité. » Oncle Cossi retrouva sa voix. « C'est une supercherie, un déguisement. Garde, retirez-les. » Chef Mensa leva son bâton une fois. La place redevint silencieuse. « Je suis chef Mensa, homme d'affaires et ancien titré Ewe. Mon fils est venu dans ce village il y a 100 jours pour une épreuve d'humilité. Il a vécu comme un mendiant pour apprendre ce que signifie la souffrance. Au jour 93, il a choisi d'épouser cette jeune femme. Il désigna Ama. Pas parce qu'elle était belle, pas parce qu'elle avait de la richesse, mais parce que quand elle n'avait rien, elle a tout donné. C'est la femme qui se tient devant vous. » Ama s'avança, se tenant à côté de Kofi. Les deux ensemble, bleu et or, parfaitement assortis, ressemblaient à la royauté, et la foule le savait. Maître Kodjovi s'avança, posa sa mallette sur la table d'oncle Cossi, l'ouvrit avec un clic sec. « Mon nom est Maître Kodjovi, représentant Madame Ama Mensa, oui, Mensa, légalement mariée, enregistrée à la Haute Cour de Lomé le 17 mars 2021. Maintenant, abordons ces accusations. » Il sortit le premier document, le tint haut. Document 1. Monsieur Cossi, vous avez prétendu que la terre de votre frère vous a été transférée à sa mort. Voici le testament original, signé par 4 témoins et notarié en 2021. Il stipule clairement « Tous les biens à ma fille Ama, à ses 18 ans, avec son oncle comme fiduciaire, pas propriétaire. Vous avez commis une fraude en revendiquant la propriété. » Le visage d'oncle Cossi perdit ses couleurs. « C'est... je n'ai pas... » Maître Kodjovi sortit le deuxième document. Document 2. Relevé bancaire du compte de votre défunt frère. Solde au moment du décès, 952 000 francs CFA. Sur 3 ans, vous avez tout retiré. Voici les registres de distributeurs, votre code PIN, votre empreinte. Vous avez volé une enfante orpheline. Des haltements éclatèrent. Tante Adjoa se mit à pleurer, aiguë et désespérée. Document 3. Maître Kodjovi tapa sur le panneau. Registre scolaire du collège communautaire. Votre liste de dépenses réclame 140 000 francs de frais de scolarité. Ces registres montrent que Ama a abandonné en 4e parce que vous avez refusé de payer. Vous avez fabriqué une dépense entière. Elle ne vous doit rien. La foule explosa. Des gens criant, argumentant, téléphone tenu plus haut pour capturer chaque seconde. Chef Mensa parla à nouveau, et d'une manière ou d'une autre, sa voix trachait le chaos. Voici ce qui va se passer. Monsieur Cossi, vous retournerez le titre de la ferme à Ama dans 7 jours où vous ferez face à des poursuites criminelles pour fraude et vol. Vous rembourserez 200 000 francs CFA en réparation des biens que vous contrôlez encore. Vous signerez une lettre d'excuse publique qui sera lue à l'église dimanche prochain. Et vous ne contacterez plus jamais ma belle-fille, sauf si elle le choisit. Belle-fille. Le mot flotta dans l'air comme une bénédiction. Oncle Cossi se leva, tremblant, basculait enclonvitant, furieux et humilié. « Je vais poursuivre !» cria-t-il. « On m'a promis une épouse. Ma famille a payé. » La voix de chef Mensa devint glaciale. « Vous avez payé 0 francs de dot, le registre le montre. Et vous avez 38 ans essayant d'épouser une jeune fille de 19 ans. Un mot de plus et je vous signalerai personnellement à l'unité de violence basée sur le genre à Lomé. Asseyez-vous. » Kofi s'asseyut immédiatement. Ses épouses détournèrent le regard, gênées. Ses parents fixèrent le sol. Une voiture de police roula sur la place. 2 officiers, appelés à l'avance par l'avocat. Ils s'approchèrent d'oncle Cossi. « Monsieur Cossi, nous avons des questions sur la fraude financière et le vol d'un mineur. Vous devrez venir au commissariat. » Oncle Cossi essaya de courir. Les officiers de sécurité le bloquèrent. Tante Adjoa saisit le bras de l'officier. « S'il vous plaît, nous avons des enfants. Nous rembourserons tout. » La voix de chef Mensa était ferme, mais pas cruelle. « Vos enfants sont innocents. Ils ne souffriront pas.
Mais votre mari doit faire face aux conséquences. C'est la justice. Oncle Kossi fut escorté à la voiture de police. Pas de menottes encore, juste escorté. La foule se divisa et plusieurs personnes crachèrent par terre en le voyant passer, signe traditionnel de dégoût. Amma regarda sans joie. Juste une clôture. Des larmes coulaient silencieusement sur sa face. Kofi se tenait à ses côtés, ne la touchait pas, juste présent. Quand elle chercha sa main, il la prit. Les pales de l'hélicoptère redémarrèrent. Chef Mensa se tourna vers la foule. Que cela soit une leçon pour tous. Les orphelins ne sont pas des ordures, les veuves ne sont pas sans valeur, les vulnérables sont sous la protection de Dieu. Quand vous vous marquez Dieu lui-même. Il remonta dans l'hélicoptère. Kofi et Amma le suivirent. Alors que l'hélicoptère s'élevait, Amma regarda le village en bas. 400 faces, toutes levées vers le haut. Il y a 7 jours, ils avaient ri d'elle. Maintenant, ils la regardaient s'élever. Le mendiant était un milliardaire. L'orpheline était une reine. Et la vérité avait gagné. L'hélicoptère atterrit sur le domaine Mensa 30 minutes plus tard. Alors qu'Ama descendait, les jambes tremblantes d'adrénaline, plusieurs femmes s'approchèrent, personnel de maison, visage bienveillant. « Bienvenue à la maison, madame », dit la gouvernante en chef en s'inclinant légèrement. Maison. Le mot semblait étranger, mais aussi possible. Cet après-midi, les messages inondèrent les groupes WhatsApp du village. Les vidéos de la place avaient déjà été vues 40 000 fois. Les commentaires allaient du choc à la honte en passant par la célébration. Une femme qui avait craché au pied d'Ama posta. « Je suis profondément désolée, j'étais dans le tort, que Dieu me pardonne. » Une autre. « Le mendiant était un roi depuis le début, quelle histoire !» Mais certains restaient amers. Le père de Kofi. « C'est de la propagande mise en scène. » Amma éteignit son téléphone. Elle n'avait plus besoin de leur validation. 2 semaines plus tard, Amma retourna au village, seule. Kofi avait proposé de venir. Elle avait refusé. C'est quelque chose que je dois faire moi-même. Tante Joa vivait maintenant dans une petite chambre louée à la périphérie du village. Oncle Kossi était toujours détenu en attente de procès. Ses cousins avaient emménagé chez d'autres parents. La femme qui avait autrefois commandé une maisonnée avait maintenant 2 pièces et un réchaud à pétrole. Amma frappa. La porte s'ouvrit lentement. Tante Joa semblait avoir 10 ans de plus. Mince, mèches grises dans les cheveux, yeux creux. Elle tomba à genoux immédiatement. « S'il te plaît, Amma, dis-leur d'abandonner les charges. Ton oncle est malade dans cette cellule. Nous allons tout perdre. » Amma ne l'aida pas à se relever, resta juste là, regardant en bas. « Tantine, je te pardonne, » dit-elle tranquillement. « Je libère ma colère envers toi. Je prie pour que tu trouves la paix. » L'espoir s'enflamma dans les yeux de Tante Joa. « Mais, » continua Amma, « je ne demanderai pas qu'ils abandonnent les charges. Oncle Kossi a volé 952 000 francs. Il doit répondre de cela. La justice n'est pas la vengeance, c'est la vérité. Mais nous sommes une famille. Nous n'avons jamais été une famille. La voix d'Ama resta calme. La famille ne vole pas. La famille ne force pas les mariages pour payer des dettes. La famille n'humilie pas. Donc, je te pardonne, en tant qu'être humain qui a fait des choix terribles. Mais je n'oublie pas. Et nous ne sommes pas une famille. Elle plaça 8 000 francs CFA sur la table. Pour la nourriture ce mois-ci. Pas parce que tu le mérites, parce que je refuse de devenir toi. Elle partit. Les pleurs de Tante Joa s'estompèrent derrière elle. Dans la voiture, Amma pria doucement en Ewe. Pas pour la réconciliation, pour la libération, pour la force de pardonner sans retourner à l'abus. Kofi attendait à l'entrée du village. Ne dit rien, l'atteint juste quand elle l'atteignit. Le village se transforma plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Oncle Kossi fut condamné à 18 mois de service communautaire, plus 200 000 francs CFA de réparation. Il ne pouvait pas se payer un avocat, plaida coupable. Une partie de sa peine, écrire une lettre d'excuse publique. Elle fut lue à voix haute à l'église Sainte-Marie le dimanche suivant. La voix du prêtre résonna dans le sanctuaire. « Moi, Kossi Agbeko, confesse devant Dieu et cette congrégation que j'ai volé ma nièce orpheline. J'ai falsifié ma position de tuteur, j'ai échoué en tant qu'homme. Je supplie le pardon d'Ama, bien que je ne le mérite pas. »
La moitié de la congrégation pleura. L'autre moitié resta assise en silence stupéfait. Chef Mensa donna 2 millions de francs CFA pour établir le fonds de bourse Espoir d'Ama pour les filles orphelines à travers la région des plateaux. Le fonds fournissait frais de scolarité, allocation de logement et mentorat. 24 filles s'inscrivirent la première année. La plantation de cacao de 6 hectares du père d'Ama fut légalement transférée à son nom. Elle la loua à une coopérative. Les revenus allèrent au fonds de bourse. Le conseil du village adopta une nouvelle résolution, signée par le chef et 12 anciens. Pas de mariage forcé, pas de mariage d'enfants, pas d'exploitation de dot. Les héritages des orphelins seront gérés par des comités de 3 personnes, pas des parents uniques. Le changement était lent, mais il était réel. Kofi et Ama emménagèrent dans une maison plus petite sur le domaine. 3 chambres, jardin, vue sur la piscine. Pas la vilain. Le choix d'Ama. Je n'ai pas besoin de 20 pièces, j'ai besoin d'un foyer. Elle s'inscrivit à l'université de Lomé, programme de soins infirmiers. Kofi paya les frais, mais elle insistait pour travailler à temps partiel dans une clinique gratuite à B, un des plus pauvres quartiers de Lomé. Pour que je me souvienne d'où je viens, dit-elle à Kofi. Kofi apprit à cuisiner, mal. Brûler le riz 2 fois par semaine, mais il essayait. L'humilité devenant partie de lui, plutôt qu'un simple test. Mama Kofi s'installa dans le pavillon d'invités. Son petit enfant, celui que Ama avait sauvé, avait 6 ans maintenant. En bonne santé, fréquentant une école privée avec une bourse. Il appelait Ama « Tante Reine ». Elle riait à chaque fois. Ils gardèrent la hutte du village. Ils retournaient 2 fois par mois pour vérifier les filles boursières, pour leur montrer que s'élever ne signifiait pas oublier. Un soir, debout dans leur cuisine, pendant que Kofi tentait du riz au gras, Ama rit de la larme afflamie. « J'étais un roi déguisé en mendiant », dit-il agitant une serviette vers la fumée. « Tu étais une reine appelée orpheline. Nous portons enfin les bons vêtements. » Elle lui a pris la cuillère. « Non, nous sommes enfin des gens qui n'ont pas besoin de vêtements pour prouver notre valeur. » Ama se tenait dans la clinique mobile, stéthoscope autour du cou, soignant une femme enceinte dans un village reculé à 2 heures d'Atakpamé. À 21 ans, elle était infirmière diplômée dans les 5% meilleurs de sa classe. La clinique mobile visitait 12 villages ruraux mensuellement, financés par la Fondation Mensa. Elle forma 15 agents de santé villageois, publia un article sur la santé maternelle dans le Togo rural, fut invitée à parler à une conférence de l'OMS à Genève le mois prochain. Et elle était enceinte de 6 mois. Kofi dirigeait Mensa Logistique panafricain maintenant. Expansion au Bénin, au Ghana, au Niger, mais il avait mis en place un partage des bénéfices pour tous les chauffeurs, se souvenant des hommes qu'il avait rencontrés pendant ces 100 jours. Le fil bleu ne quittait jamais son poignet. Oncle Kossi travaillait comme garde de sécurité dans une petite usine, sobre depuis 18 mois. Il avait écrit une 2e lettre d'excuse. Ama l'avait lue, n'avait pas répondu. Certains ponts restaient brûlés. Tante Adjoa avait quitté le village. Vu pour la dernière fois à Cotonou. Refusait toute aide. L'orgueil hâtait sa prison finale. Kofi, divorcé par ses 2 épouses maintenant, vivait avec sa mère âgée, sans emploi. La blague du village. Kofi qui a rejeté l'or pour poursuivre le cuivre, disait-il. Le fonds de bourse avait grandi. 86 filles actuellement inscrites, 12 diplômées du secondaire, 8 à l'université, 100% de taux d'alphabétisation. Dimanche matin, Ama et Kofi retournèrent à l'église Sainte-Marie pour une cérémonie de dédicace. Nouveau centre de soins pour orphelins construit à côté du sanctuaire. Elle portait un simple pagne bleu, pas d'or, pas d'extravagance, juste le bracelet de sa mère et son alliance. Ils entrèrent pieds nus dans l'église. Le choix de Kofi, pour se souvenir. La même foule qui les avait moqués chantait maintenant des hymnes. Le même prêtre qui était resté silencieux bénit maintenant leur enfant à naître. « Ce bébé est né de l'humilité et de la grâce », dit-il, main sur le ventre d'Ama. Elle plaça sa main sur la sienne, sourit à Kofi. Après, ils se tinrent dehors, où tout avait commencé, la cour où elle avait pleuré, où un mendiant avait offert de l'eau, où tout avait changé. « Je pensais épouser un mendiant pour échapper à la honte, » dit Ama doucement. « Au lieu de cela, j'ai épousé un roi déguisé et je suis devenue reine en choisissant la grâce plutôt que l'amertume. »
Ma mère disait toujours « Messi colava, Messi agbeva. Qui apporte la cola apporte la vie. » Elle avait raison. Tu as porté la vie en moi. L'hélicoptère attendait proximité. Ils auraient pu voler, mais ils choisirent de marcher à travers le village à la place, saluant les gens, montrant à leur futur enfant que le pouvoir ne nécessitait pas de distance. Alors voici ma question pour vous. Que feriez-vous si tout le monde vous humiliait publiquement puis découvrait que la personne qui vous avait aidé était puissante depuis le début? Choisiriez-vous la vengeance ou la miséricorde avec des limites comme Amma? Ceci est une de ces histoires touchantes qui prouvent que les histoires de vie à travers l'Afrique enseignent des vérités éternelles. Ces réalités nous rappellent que la dignité ne peut être volée, seulement abandonnée. Et parfois, le mendiant est le roi déguisé, car la vraie richesse n'est pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous donnez quand il ne vous reste rien.